Bonjour et merci de nous retrouver pour ce Face au marché consacré à la gestion flexible. Cette émission est une sorte de grand oral filmé qui va permettre à un expert de la gestion flexible, en l'occurrence il s'agit de Charles Bartoli de Cogefi Gestion, de pitcher face à deux très bons spécialistes de la gestion de patrimoine. En l'occurrence là il s'agit de Ronnie Michali de la Financière Galilée et de Jérôme Russac de LEA Finance. Charles Bartoli va devoir nous prouver, vous prouver surtout que la gestion flexible est la solution efficace pour passer les crises. Mais je ne vous en dis pas plus, on retrouve tout de suite mes trois invités en plateau. Merci. Messieurs, bonjour. Bonjour Renan. Charles, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos deux experts. C'est un plaisir, ravi d'être là. Ronnie, le tirage au sort vous a désigné pour poser la première question, c'est à vous. Oui Charles, la première question que je voulais vous poser, c'est le grand reproche qui est souvent fait aux fonds flexibles, c'est que finalement ils n'utilisent pas au maximum leur borne d'exposition. Ils restent dans des expositions avec un taux moyen et finalement souvent ils délivrent des performances moyennes. Qu'en est-il chez vous ? Alors nous, on peut aller assez bas, à 50% pour le fonds Cogefi Flex Dynamique qui va être à mon avis le fonds qui va nous occuper aujourd'hui, et donc on va de 50 à 100%. Et force est de constater qu'on a bien utilisé les bornes, on a bien été de 50 au pic de la crise ukrainienne pour revenir aujourd'hui autour de 70%. Vous êtes un spécialiste français de la gestion flexible, c'est quoi votre définition de cette gestion ? La gestion flexible, c'est pour moi la capacité que peuvent avoir les gérants de ces fonds-là de faire bouger le niveau de risque, et notamment on parle souvent de risque action. Les risques obligataires étant censés en général amortir les fameuses baisses, et on a vu qu'en 2018 finalement ça ne s'était pas produit. Les obligations et les actions étaient corrélées et baissaient tous les deux dans le même sens. Il se trouve que nous, on a une gestion obligataire qui est investment grade à duration courte et donc qui, au contraire, ne rajoute pas de risque, ce qui nous a bien protégés, notamment en 2018. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous différencie finalement de vos concurrents ? Parce qu'il y a pas mal d'acteurs sur la gestion flexible. Si vous en êtes un spécialiste, qu'est-ce qui vous différencie ? Alors je pense que la première différence majeure, c'est notre ADN, c'est la gestion des valeurs dites qualité. Donc ça, c'est un ADN qu'on partage avec d'autres sociétés de gestion. Je pense que nous, on peut revendiquer le fait qu'on investit sur ces valeurs-là depuis très longtemps. Le fonds Cogefi Flex Dynamique remonte à 1985. Et au-delà de ces valeurs dites de qualité, c'est effectivement la capacité de jouer avec ces bornes, donc d'avoir la capacité à revenir, à baisser l'exposition action quand les crises surviennent et profiter du rebond en se réinvestissant. Et c'est le plus difficile à faire, mais force est de constater qu'on l'a bien fait aussi sur Flex Dynamique. Je rappelle le contexte, crise en Ukraine, inflation, élection nationale. Comment vos gérants voient cette année, cette sortie d'année pour en sortir par le haut ? Il faut savoir rester campé sur ces valeurs de prédilection, nos fameuses valeurs de qualité qui sont très résilientes sur le long terme. Ça, c'est un des premiers sujets. Et puis avoir une exposition au risque qui soit quand même suffisamment flexible pour profiter des moments de rebond et des moments de souffle comme ceux qu'on a pu connaître très récemment. Alors, puisque vous parlez d'exposition, en fait, quel est le process pour augmenter ou réduire la voilure sur les fonds flexibles et qui est-ce qui appuie sur le bouton ? Alors, on a deux gérants qui sont co-gérants du fonds Cogefi Flex Dynamique. Ensuite, on a des décisions qui sont prises de manière collégiale au sein de l'équipe. On a des morning meetings tous les jours et puis on a tous les lundis un comité sur lequel on a des positions à la fois macro et des regards micro. Tous ces éléments sont pris en compte et ce sont les gérants qui prennent les décisions d'achat ou de vente de titres. Donc c'est les deux gérants qui déclenchent les ordres. Ils peuvent l'un et l'autre déclencher les ordres, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok, moi j'ai cru voir que votre fonds était ISR récemment. Oui. Est-ce que ça peut avoir un impact sur finalement la rentabilité, que ce soit sur le court, le moyen, voire le long terme ? C'est une très bonne question encore, on s'est beaucoup posé la question. C'est un fonds qui est détenu par notre clientèle privée historique. C'était difficile de modifier les choix qui étaient surtout dictés par une analyse financière pure. On a rajouté une analyse extra-financière. Alors, on a signé les PRI en 2018. Le fonds est article 8 depuis le début d'année. Ensuite, c'est un prolongement de l'analyse extra-financière, c'est un prolongement de ce qu'on appelle notre analyse qualité.
Et donc, ça rejoint très bien en fait, l'esprit d'analyse financière. Donc, il est important aujourd'hui… C'est pas que du marketing pour vous. Non, c'est pas que du marketing, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce regard-là, ces valeurs, elles peuvent se faire décoter par le marché, et donc on peut être influencé par ça. Donc ça compte à la fois parce qu'on est fondamentalement, on rajoute ce critère-là, mais parce qu'en plus, le marché peut bouder des valeurs qui, elles, ne répondent pas à l'attente, aux attentes ISR. Charles, merci beaucoup. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de notre grand oral consacré à la gestion flexible. Et on retrouve tout de suite Ronnie Michali pour la première question. Oui, moi j'ai une question sur la patte obligataire finalement des fonds flexibles, parce que c'est souvent la patte stabilisatrice, mais en ce moment, évidemment, avec la remontée des taux liée à l'inflation, ça engendre des difficultés. Comment est-ce que vous gérez ça? On ne prend pas de risque sur la patte obligataire, elle n'a pas vocation à créer de la performance. Nous, on est investi que sur des obligations investment grade à duration courte. Et depuis le début de l'année, on est à plus 0,30. Donc on a bien navigué sur la hausse. Elle ne rapporte rien. Elle ne rapporte rien, mais elle ne coûte pas. D'accord. Donc vous faites toute finalement l'augmentation de la voilure ou la réduction de la voilure via les actions. C'est ça. Concernant la gestion flexible, selon vous, voilà, c'est souvent pour une recherche de simplicité au travers de clients un peu inexpérimentés. Vous pensez qu'on peut l'intégrer en réalité dans tout type de portefeuille? Alors, oui, ce fonds-là, Cogefi Flex Dynamique, est un fonds cœur de portefeuille. Donc, c'est effectivement une brique élémentaire qui, pour nous, est nécessaire parce qu'elle permet de se projeter dans le temps et de rajouter ensuite des briques qui génèrent peut-être plus d'alpha, mais qui apportent plus de risques. Ok, très bien. À hauteur de quoi? De 10-20% selon vous? Alors, ça dépend des profils de risque, dynamiques, équilibrés ou défensifs, mais ça peut monter même autour de 30 ou 40% parfois. Finalement, comment est-ce que vos gérants vont identifier des flash crash et les différencier de correction de marché ou carrément de bear market? Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse pour ça. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a vraiment, la réponse pour ça. On essaie d'anticiper au mieux. C'est notre capacité à très rapidement nous adapter qui nous permet, à mon avis, de mieux traiter ça. Il se trouve qu'on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Cogefi Flex Optimum. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais qui, lui, intègre des éléments de couverture et qui nous expose à Cogefi Flex Dynamique. Donc, parfois, c'est bien d'investir en amont sur des produits de couverture flexibles et dynamiques plutôt que de les acheter quand c'est trop tard. Et vous avez un exemple d'une crise évitée ou d'une crise bien anticipée par les gérants? Eh bien, la crise du Covid est, à mon avis, un bon exemple. On a pris une partie de la baisse, on a exposé jusqu'à 50% en actions, donc on n'a pas pu éviter complètement cette baisse, mais on est remonté beaucoup plus fort que l'indice. Et l'Eurostoxx 50 qui a fini à -2, -3 l'année du Covid, on a fini à +16 sur Cogefi Flex Dynamique. Beau résultat. Merci. Dans votre stratégie, vous parlez souvent de stock picking, mais vous dites également que vous êtes très attaché à la qualité du management. Oui. Dans vos choix, ça se traduit comment finalement? Alors nos gérants font beaucoup de visites de sites. On est effectivement des vrais stock pickers, donc on ne fait pas que des analyses de bilan. On va rencontrer les top management, on va rencontrer les opérationnels aussi, on va confronter leurs idées pour vérifier qu'il y a bien un alignement entre ce que disent les relations publiques, les dirigeants et les opérationnels. Et c'est vrai que c'est très important. Ça l'est encore plus sur nos valeurs small et mid cap. Okay. Juste, est-ce que je peux intervenir? Donc un incident comme Orpea, c'est exclu chez vous? Vous ne prévenez pas les gens avant? Il se trouve qu'on n'a pas été impacté. Je ne sais pas si on Non, peut c'était dans l'absolu, c'est que les gens sont prévenus avant. Donc quand vous allez sur site, tout se passe logiquement. Alors, je ne sais pas si on voit tout. J'avoue que je ne sais pas si on voit tout, mais ça nous permet d'éviter un certain nombre d'obstacles en tout cas. Alors puisqu'on est sur le stock picking, il faut toujours savoir se remettre en question. Et j'en arrive à ma question préférée. Quels sont vos 3 plus mauvais choix de gestion et comment vous avez géré la situation? Alors, je sais quels ont été les mauvais contributeurs cette année. Je ne sais pas si ça ressemble un petit peu à la question. On a fait alors des valeurs qu'on aime beaucoup. Je parlais par exemple de ASML, qui est une valeur dans les microprocesseurs, qui est une valeur qu'on aime beaucoup chez nous et qui a un petit peu rendu cette année, notamment à cause de la remontée des taux qui joue défavorablement sur les valeurs de croissance. On a HelloFresh qui livre des plats cuisinés sur lesquels on a un peu rendu aussi. Et vous avez fait quoi en fait? C'est parce que certes le cours a baissé, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, mais est-ce que vous avez renforcé? Est-ce que vous avez maintenu? Est-ce que vous avez finalement coupé? Effectivement, on écrète
et on rajoute quand on pense qu'il faut rajouter. Mais on a subi un petit peu en début d'année, je ne nierai pas le fait qu'on a une vision de très long terme. Donc parfois, effectivement, les valeurs rendent un peu et on le subit. Donc sur cet exemple précis, vous avez finalement renforcé? On a un peu réduit après avoir baissé et on a renforcé depuis. D'accord. Puisqu'on est sur le sujet du stock picking et qu'on a cherché à savoir quels étaient vos 3 plus mauvais choix, moi je voudrais savoir quels étaient vos 3 meilleurs choix. Ah bah aussi, quand même. Bien sûr, depuis 2020. AstraZeneca, c'est une valeur qu'on aime beaucoup. Alors elle a été très mise en avant autour du Covid, mais finalement ils ont une politique qui dépasse largement le Covid sur la partie pharmaceutique. Et sinon, on a Accenture, les solutions de services consulting, ou MTU Aéro, qui est une valeur aéronautique, réouverture de l'économie, c'est utile d'en avoir. Charles, on va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite après pour la 3e partie de notre émission. À tout de suite. Retour en plateau pour la 3e partie de notre grand oral consacré à la gestion flexible et on retrouve tout de suite mes 3 invités. La parole est à vous, Ronnie. Oui, j'ai une question d'actualité, mais c'est une problématique qui revient très souvent sur les marchés finalement. Comment est-ce que vous gérez les rotations sectorielles, croissance value, au sein de la gamme flexible, et notamment comment est-ce que vous avez géré celle de début 2022? Alors ça, Ronnie, vous nous connaissez très bien, donc c'est une question un peu piégeuse en ce qui nous concerne. Effectivement, notre fonds, on est là pour ça. Notre fonds emblématique que j'ai fait Flex Dynamics est plutôt orienté, encore une fois, à valeur de qualité, ce que je disais tout à l'heure. Valeur de qualité signifie valeur de croissance structurelle pour partie. On a des valeurs cycliques de qualité, mais on a beaucoup de valeurs de croissance. Et donc effectivement, on a été pas mal impacté en début d'année, notamment en janvier, avec une rotation sectorielle, une des plus violentes qu'on ait connu sur ces 30 dernières années et qui a été un petit peu défavorable. Donc on l'a subi et on a souffert d'un petit revers en début d'année et qu'on a pas mal effacé, notamment pendant la crise ukrainienne. Mais de manière générale, comment vous gérez les rotations sectorielles, les rotations de style même, je dirais, entre croissance et value? Alors, on ne va pas se transformer. Nous sommes des gérants, encore une fois, basés sur ces valeurs de qualité. On n'a pas de value, donc on n'a pas de bancaire, on n'a pas de matière première et on n'en aura pas. Donc ensuite, on joue plutôt sur la partie cyclique de qualité pour réorienter, notamment sur toutes les valeurs transition énergétique dans la construction, par exemple, qui peuvent être assimilées à des valeurs de croissance structurelle finalement, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance sur cette rénovation énergétique. Mais on n'aura pas de bancaire et quand le wagon passe, eh bien, on subit et on ne capte pas ces points-là parce qu'on n'a pas de... On ne croit pas tellement dans les valeurs fondamentales des bancaires, par exemple. Donc on préfère passer à côté plutôt que de prendre le risque de transformer et de se dénaturer. Je vous ai entendu parler tout à l'heure d'un sujet Flex Optimum. C'est quoi? C'est une sortie, une surprise? C'est une surprise qui commence à avoir quelques mois d'historique. On a pensé à ce produit-là parce qu'effectivement, il n'y a pas de martingale. Cogefy Flex Dynamics, c'est un très bon fonds flexible, c'est un des meilleurs de sa catégorie. Néanmoins, il a une exposition, comme on le disait tout à l'heure, en borne entre 50 et 100, 50 étant le minimum, et quand les marchés, notamment les marchés actions, dévissent fortement, eh bien, il fallait réfléchir à une solution qui puisse venir capter, protéger au-delà de ce que Flex Dynamics est capable de faire en bougeant ses bornes. Et donc, on a pensé à Cogefy Flex Optimum, qui concilie à la fois le fonds Cogefy Flex Dynamics en patte longue, et puis qui ajoute 8 indices défensifs sur les actions, sur les taux, et qui permet justement de rajouter ce surcroît défensif par rapport au fonds Cogefy Flex Dynamics lui-même. D'accord. Il viendrait donc en complément Alors là, en l'occurrence, on a pensé à un AMC, un Actively Managed Certificate. C'est une émission qui est faite par une banque d'investissement. La vertu, c'est qu'on peut le mettre très rapidement sur le marché. Et il combine justement donc, cette patte défensive et cette patte Cogefy Flex Dynamics. Et des deux côtés, on a une gestion dynamique. Donc même la patte défensive, même cette allocation défensive, elle est gérée dynamiquement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des coûts de portage très importants dans les instruments défensifs. Et si l'année dernière, on avait acheté par exemple un put Eurostoxx, on aurait perdu, avec la hausse des marchés, autour de 10%. Là, en gérant dynamiquement les poids sur ces éléments défensifs, eh bien, on permet d'éviter ce coût de portage et de gagner dans la baisse et de conserver cette patte longue sur Cogefy Flex Dynamics dans la hausse. Donc c'est Cogefy Flex Dynamics pour quel type de porteur et
Flex Optimum pour quel type de... Parfois on panache. Encore une fois, les deux rentrent bien dans une conception de cœur de portefeuille. Flex Optimum est probablement un peu plus défensif, avec cette patte d'allocation défensive qui coûte un peu plus. Donc dans les marchés très haussiers, elle performera un peu moins bien que Cogif Flex Dynamique. J'ai une dernière question. Allez-y. Charles, si on devait retenir qu'une seule chose qui nous inciterait à investir dans vos fonds flexibles, ce serait quoi? Je pense que c'est notre gestion de conviction. C'est 30 ans de proximité avec nos clients privés. C'est cette vraie gestion patrimoniale dans la durée. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre gestion dans la gestion du fonds Cogif Flex Dynamique. Charles, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Messieurs, merci à vous aussi d'avoir joué. Merci Bogdan, merci messieurs, j'étais ravi. Merci Charles. Vraiment. Voilà, notre grand oral sur la gestion flexible touche à sa fin. Vous pouvez bien sûr le retrouver en replay sur clubpatrimoine.com et sur les réseaux sociaux. À très vite.